Nous voici à l'approche d'un titre qui va certainement vous intéresser puisqu'il touche aux ruptures du contrat de travail et à ses conséquences. Titre 4, les ruptures du contrat de travail et leurs conséquences. Le licenciement est le mode de rupture qui est peut-être pas le plus fréquent, mais qui est tout de même assez fréquent du contrat de travail. Mais il va entraîner des obligations pour les employeurs, des obligations procédurales et puis un coût certain. Ce qui veut dire que ces derniers vous expliquent qu'ils ne veulent pas embaucher des gens en CDI à temps plein parce que c'est compliqué et que c'est peut-être plus simple de recourir à des travailleurs précaires en CDD ou en intérim. C'est pourquoi, même si le licenciement va conserver une grande place dans cette leçon, il n'en demeure pas moins que je vais vous expliquer dans un chapitre préliminaire qu'il existe des modes de rupture autres que le licenciement. Chapitre préliminaire, les modes de rupture du contrat de travail autres que le licenciement. En effet, les difficultés liées à l'existence de la recherche d'une cause réelle et sérieuse et la lourdeur de la procédure de licenciement peuvent pousser les parties, tant le salarié que l'employeur, vous allez le voir, à choisir d'autres modes de rupture. L'un est un mode de rupture unilatéral, l'autre est un mode de rupture contentieux, et puis il y en a un qui est un mode de rupture conventionnel. Grand A, la démission. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut toujours cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes. Il s'agit là de la faculté pour le salarié de rompre unilatéralement son contrat de travail. C'est donc une rupture unilatérale à l'initiative du salarié qui constitue un contrepoids à la rupture unilatérale à l'initiative de l'employeur qu'est le licenciement. Le régime de la démission n'est pas un régime légal, c'est la jurisprudence qui en a fixé les contours. La démission, eh bien, c'est à celui qui l'invoque de l'approuver. Alors souvent, c'est l'employeur qui dit « Ah, ce salarié, en fait, mais il a démissionné. » Pourquoi dit-il ça? Eh bien, justement pour se justifier, pour dire « Je ne l'ai pas licencié parce qu'il a démissionné. » L'employeur doit alors prouver qu'il y a eu volonté unilatérale du salarié de mettre fin au contrat de travail. Quant aux conditions de validité de la démission, elles sont plutôt à la fois strictes, mais permettent au juge du fond une application modulée. En effet, la démission implique une volonté sérieuse, libre et non équivoque du salarié de démissionner. Faut-il une lettre de licenciement? S'il y en a une lettre de démission, pardon. S'il y en a une, c'est mieux. Mais s'il n'y en a pas, est-ce que pour autant la démission n'est pas valable? Eh bien non. Si je pars là, j'ouvre la porte, je claque la porte et je vous dis « Oh là là, j'en ai assez, je m'en vais ». Est-ce pour autant une volonté claire et non équivoque de démissionner? Non, ça peut être un simple mouvement d'humeur. Ce qui veut dire que une simple absence, même prolongée, n'équivaut pas automatiquement à une démission. Ce qui est certain, c'est que la volonté du salarié doit être libre. S'il arrive à prouver qu'il est contraint à la démission par un comportement abusif de l'employeur, les juges, à sa demande, pourront requalifier cette démission en licenciement. Et la rupture sera imputable à l'employeur. Le salarié est libre de démissionner à tout moment
excepté évidemment durant la période d'essai où je vous ai expliqué que le droit de la démission et le droit du licenciement ne s'appliquaient pas. Il est donc libre de démissionner à tout moment sans avoir à motiver sa décision. Toutefois, tout comme l'employeur, sa liberté est limitée. On peut parfois parler de démission abusive des salariés. Un arrêt ancien de la Chambre sociale du 19 juin 1959, dans une affaire Christian Dior, illustre le propos. En effet, les mannequins de Christian Dior avaient certainement revendiqué quelque chose qu'elles n'avaient pas obtenu, et elles ont toutes démissionné la veille du défilé, ce qui avait occasionné évidemment à la société Christian Dior de nombreux tracas. Elles ont alors été condamnées à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi. On pourrait aujourd'hui imaginer qu'un cadre dans une entreprise qui s'occupe d'un dossier très important avec des clients à l'étranger, qu'il est le seul à s'en occuper, que ça a duré pendant des mois, s'il démissionnait la veille de la signature du contrat, on pourrait peut-être considérer que cette démission est également abusive. Si le salarié est libre de démissionner à tout moment, il ne peut mettre fin immédiatement à son contrat de travail, car il doit un préavis à l'employeur. La durée de ce préavis est généralement prévue par la convention collective ou les usages. Et si le salarié ne respecte pas le préavis, il devra à l'employeur une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait touchée s'il avait travaillé pendant ce préavis. Alors, la démission peut paraître comme quelque chose d'un élément de liberté du salarié, mais c'est en fait quelque chose de dangereux. C'est quelque chose de dangereux pour deux raisons. Évidemment, le salarié démissionnaire ne percevra pas d'indemnité de rupture, puisque c'est sa volonté de quitter l'entreprise. Et d'autre part, deuxième inconvénient très important, la démission n'ouvre pas droit à l'assurance chômage. Parce que pour avoir droit à l'assurance chômage, il faut une rupture involontaire du contrat. Excepté certains cas de démission légitime reconnus par Pôle emploi, comme par exemple si vous démissionnez pour rejoindre un conjoint qui est muté à l'autre bout de la France, l'absence d'assurance chômage rend la situation du salarié démissionnaire un petit peu inquiétante. Cela veut dire que les salariés de nos jours ont bien compris les dangers de la démission. Et seuls vont démissionner ceux qui ne craignent pas ce qui va se passer après, notamment par exemple s'ils ont déjà conclu un nouveau contrat de travail. Ils ont bien compris les dangers de la démission, et c'est pourquoi il existe d'autres modes de rupture du contrat de travail qui leur permettent, le cas échéant, d'obtenir la même chose que s'ils avaient été licenciés. Deuxième mode de rupture, autre que le licenciement, grand B, la prise d'acte. La prise d'acte, un nom un peu barbare, mais je vais vous l'expliquer, constitue pour le salarié une alternative à la démission. Le salarié va en fait décider de cesser de travailler. Il va prendre acte de la rupture de son contrat de travail, au tort de l'employeur, mais à une condition, qu'il puisse prouver que l'employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles. C'est ce que on a appelé en pratique dans les années 2000 l'auto-licenciement des salariés, mais qu'on appelle désormais la prise d'acte de la rupture. Alors,
Au début, il y a eu beaucoup de dérives face à ce nouveau mode de rupture. Certains salariés se proclamaient auto-licenciés tout simplement parce qu'ils en avaient marre de travailler, alors qu'il n'y avait pas de manquement de l'employeur. De quel type de manquement peut-il s'agir d'ailleurs? Eh bien, ce sont les manquements classiques. Il peut s'agir tout simplement du fait de ne pas payer le salaire, de ne pas fournir le travail, ou d'autres exemples encore que nous aborderons juste après. Pour éviter les dérives de ce nouveau mode de rupture, par une série d'arrêts en date du 25 juin 2003, la Cour de cassation a précisé le régime de la prise d'acte. Désormais, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement non causé, mais uniquement si les faits reprochés par le salarié à l'employeur sont fondés. Si ce n'est pas le cas, et si aucun grief réel et sérieux ne peut être reproché à l'employeur, le salarié ne peut pas prendre acte de la rupture parce qu'elle va produire les effets d'une démission. La prise d'acte, c'est donc un qui tout double. Le salarié cesse de travailler, il saisit le juge prud'homal. Il va dire au juge prud'homal que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles. Si le juge reconnaît ce manquement, il va dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, ce qui va permettre aux salariés d'obtenir les indemnités qui y sont afférentes. Mais si le salarié, en fait, a fait ça parce qu'il ne voulait pas démissionner et qu'il voulait quand même toucher les indemnités de licenciement, alors que les manquements de l'employeur n'existaient pas, eh bien, c'est tant pis pour lui, retour à la case départ, puisque la prise d'acte produira les effets d'une démission et qu'il n'aura le droit à rien. Si les manquements sont constatés, toutefois, le juge peut soit ordonner la poursuite du contrat accompagnée de dommages-intérêts, soit la résiliation de celui-ci au tort de l'employeur. Le contentieux de la prise d'acte a beaucoup augmenté depuis 2003, puisque, vous l'imaginez, les salariés ont tendance à prendre acte de leur rupture au moindre manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Mais il ne peut pas s'agir de n'importe quel manquement. Les juges ont précisé que les manquements reprochés doivent être suffisamment graves. Par exemple, donc on le disait, en cas de défaut de paiement de salaire ou en cas de violence physique, et que cela doit faire obstacle à la poursuite du travail. Cela recouvre donc des situations de faits variables, suppression du moyen de transport mis à disposition par l'employeur, réduction du secteur d'activité en l'absence d'accord pour un VRP, manquement à l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise après maladie, etc., etc. Une autre particularité du contentieux concerne en outre des domaines plus médiatisés. Ainsi en est-il ces dernières années des prises d'acte de salariés suite à des faits de harcèlement, de violence morale dont ils s'estiment victimes. La prise d'acte est alors nécessairement fondée et l'employeur est considéré dans ces hypothèses comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat, dont il est tenu envers tous les salariés, en raison de son implication en matière de protection
de la santé des salariés.